Merci de votre fidélité à la TFM, Télévision Futur Média. Docteur Ousmane Diaye, bonsoir. Bonsoir, Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux de vous recevoir. L'hivernage n'est pas terminé, même à Dakar. Il a encore plu en ce mois d'octobre. On va parler des zones les plus arrosées cette saison, l'impact également sur la vie des populations, sur l'école, qui ouvre ses portes le 7 prochain, donc lundi. Mais d'abord, pouvez-vous nous faire le point des dernières précipitations reçues sur l'étendue du territoire? Tout à fait, merci beaucoup et c'est toujours un plaisir de venir, de faire le bilan de la saison pluvieuse, même si la saison n'est pas encore finie. Donc hier et avant-hier, on a reçu des pluies assez intenses quand même, surtout le système qu'on a eu hier qui a balayé presque la moitié du pays, n'est-ce pas, le centre, la région de Diourbel, la région de Kaolack, il a beaucoup plu et la région de Dakar en fin de compte. Donc c'est un système qui a balayé le pays d'est en ouest et qui a créé beaucoup de dégâts, n'est-ce pas, sur toutes ces régions-là dont j'ai cité, Diourbel, Kaolack, Fatick et surtout Dakar. Donc on a enregistré beaucoup de pluies, des fortes pluies. Et il faudrait noter que le sol était déjà très déjà chargé, très mouillé, humide. Donc une quantité de pluie assez moindre peut créer des dégâts et c'est ce qu'on a vu. Et comme vous l'avez dit, dans un contexte où on préparait la rentrée scolaire, où les gens commençaient déjà à pomper les eaux, libérer les écoles, on a eu ce phénomène-là, n'est-ce pas, qui a intéressé le pays. Est-ce que des records ont été battus cette année? Oui, cette année, des records ont été battus. On a eu des pluies très fortes, surtout au sud. On a eu des centaines de millimètres. À Gorée, on ne remarque pas, on a eu 122 millimètres, n'est-ce pas? Au centre, n'est-ce pas? À Gorée? Oui, à Gorée. Oui. À Touba, on a eu des précipitations très fortes, 140 et quelques millimètres qu'on n'a jamais eu. C'est là que les inondations. Vers le 18 exactement, qui a créé également beaucoup de problèmes. On a eu des records vraiment. Chaque année, on retrouve des recrutements de précipitations extrêmes. Oui. Le regain pluviométrique dans le nord principalement a causé beaucoup de dommages, plus de 200 familles sinistrées. Quelle est la situation particulièrement dans cette partie du pays? Les images sont impressionnantes. Tout à fait. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est un débordement du fleuve. Ce qui s'est passé, le bassin du fleuve Sénégal, là où l'eau ruisselle pour aller sur le fleuve, il a beaucoup plu, surtout sur la partie mauritanienne, n'est-ce pas? Et ces eaux maintenant ont rempli un peu le fleuve, n'est-ce pas, qui a débordé et qui a créé ces choses-là. Il faudrait noter que la situation pourtant pluviométrique n'est pas tellement cela. Quand on va vers Podor, en vers Saint-Louis, Louga, les précipitations sont encore déficitaires. Ah bon? Oui, comparé à l'année passée. Hier, par exemple, on a beaucoup parlé du village de Dibé-Tiguet, où vraiment la situation était compliquée là-bas. Tout à fait. Il y a des ponts vraiment qui sont affaissés, il y a le lit du fleuve, n'est-ce pas, qui a débordé, et puis beaucoup de choses. Le ministre, n'est-ce pas, en charge des inondations est parti soulager un peu les populations. Donc c'est vraiment l'impact sur le fleuve, sur le débordement du fleuve. Et ce qu'il faut comprendre, le fleuve, c'est pas simplement qu'il pleut sur la zone, mais quand il pleut tout le bassin du fleuve, l'eau ruisselle et maintenant commence à remplir tout ce qui est en amont du fleuve. L'inondation donc dans cette partie du pays, donc rappelons-le, le nord du Sénégal, c'est plus causé par le fleuve que la forte pluviométrie qui est déficitaire selon vous. Exactement. C'est pas la pluie qui est tombée sur le site, mais c'est des pluies qui sont tombées un peu en amont et maintenant qui sont venues. Donc c'est une inondation fluviale, pas pluviale. Pas pluviale. La zone centre également a été beaucoup arrosé avec des trombes, vous l'avez parlé, 140 mm reçus au mois de septembre dernier, à Touba notamment. Cette année encore, la cité religieuse a connu des inondations. Quelle est la situation là-bas, dans cette partie du pays? Tout à fait. On a eu des précipitations très fortes qui ont été enregistrées sur cette zone-là, n'est-ce pas? Et malgré que les travaux qui ont été faits en matière d'assainissement, quand des flux tombent, je sais pas, des intervalles de temps assez courts, ça le fond le problème. Ce qu'on note, si on regarde nos données, tu vois que dans une heure de temps, tu peux avoir 50 mm, et ce qui est difficile à évacuer. Donc ça amène des problèmes. Donc cette année, ce qu'on a connu la même chose. Au départ, on s'inquiétait que la saison était déficitaire. On est resté longtemps sans avoir des pluies sur le Diourbel en particulier, n'est-ce pas, Fatick, etc. On s'inquiétait. Mais en certains moments, les pluies ont repris. Et vraiment, on donnait des pluies vraiment excédentaires. Et c'est dû à quoi, cette variation? Cette variation est due, on peut lier au changement climatique. Parce qu'on disait simplement les phénomènes extrêmes, ce qu'on appelle les phénomènes
extrême. Le fait que le cycle de l'eau soit de plus en plus intense, ça s'explique par le changement climatique qui fait qu'il y a beaucoup plus de température, la température augmente, n'est-ce pas? Et le cycle de l'eau qui est constitué d'évaporation, formation de nuages, précipitation et ruissellement accélère. Donc on peut avoir des quantités, n'est-ce pas, totales qui ne sont pas tellement excédentaires, mais quand on regarde les pluies qui tombent de manière vraiment très forte, n'est-ce pas, à des laps de temps assez courts quand même. Globalement, c'est la zone sud donc qui a reçu plus de millimètres d'eau. Exactement, comme d'habitude, vraiment c'est à Cap Comme d'habitude, il n'y a pas eu à Cap Skirring, on a vraiment des records excédentaires. Kaolack, ça a été carrément excédentaire cette année, n'est-ce pas? La région de Diourbel en particulier, Touba. Certaines autres régions de Diourbel, certaines parties de Diourbel du moins, ont été déficitaires, mais surtout c'est l'axe Saint-Louis, Louga, qu'on a eu des précipitations qui ne sont pas encore vraiment ce qu'on a obtenu l'année passée. Mais sinon, partout autre dans le pays, surtout au sud, on a des précipitations excédentaires. Donc elle est bonne plutôt, l'hivernage? La saison de pluie est bonne, mais la répartition, la distribution spatiale, parce que si on parle de bonne, c'est relatif par rapport à quoi? Si on passe aux cultures, n'est-ce pas, pour le mil, ce qu'on a reçu du ministre de l'Agriculture, il y a aucun problème, mais pour l'arachide, il y a beaucoup de champs déjà, vu le fait qu'il est resté longtemps sans pleuvoir, donc ces séquences sèches-là ont vraiment causé des problèmes à ces cultures-là. Donc on peut y avoir des risques sur cela, mais ça reste au ministère de l'Agriculture de venir en détail. Mais sur le plan, supposons, remplissage des fleuves, etc., on a eu une année vraiment excédentaire. Une année excellente. De la pluie, je le disais, à Dakar, même en ce début d'octobre. Est-ce que c'est exceptionnel? Non, on a senti que ces dernières années, quand même, on a un déplacement des pluies. Les derniers mois, octobre, en tout cas septembre, octobre, peut-être même début novembre, c'est ça, on se rend compte de plus en plus que ces mois deviennent de plus en plus pluvieux. Il y a de cela 10 à 15 ans, c'est le mois d'août qui était vraiment le mois le plus pluvieux. Mais des fois, il y a des zones, jusqu'à août, 1er août, on n'a pas de pluie, aucune pluie, et après ça commence, c'est comme si la saison commençait, et après maintenant, le maximum observé vers septembre, octobre. Donc c'est comme s'il y a un déplacement de cela. Donc ces dernières années, c'est pas étonnant, je pense que c'est un phénomène vraiment qui se confirme, et on pense que vraiment il y a un déplacement de la saison, un shift quand même de la saison pluvieuse. Donc de la pluie au mois d'octobre, finalement il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ah oui, on peut dire ainsi ces derniers temps, ces dernières années, n'est-ce pas, ces quantités-là sont fortes comparées à l'année passée et aux 5 dernières années. Vraiment, le mois d'octobre est toujours un mois pluvieux. Alors, Dr Ousmane Ndiaye, comme plusieurs pays, le Sénégal est vulnérable aux effets du réchauffement climatique avec la désertification, la montée des eaux, l'érosion côtière. Au mois d'août dernier, la houle a fortement endommagé la façade de plusieurs maisons à Bargny. Au-delà de donner l'alerte, comment votre agence, qui est une agence quand même importante, c'est un centre régional, comment votre agence peut aider dans la prévention de ces catastrophes naturelles? Tout à fait. Ce qu'on doit comprendre, c'est que nous, les pays sous-développés, pays africains, sahéliens, n'est-ce pas, pour vraiment se prémunir au changement climatique, ce qu'on appelle l'adaptation, l'anticipation est vraiment la meilleure, ce qu'on appelle le système d'alerte précoce. Donc ce qu'on fait, on fait des prévisions à court terme et à long terme, et maintenant on donne des indicateurs, n'est-ce pas, pour que les gens puissent se préparer. Prenons l'exemple de cette année, on avait averti très tôt que cette année sera très pluvieuse. Donc le ministre en charge des inondations nous avait tous appelés, nous avait demandé quel est le caractère de cette pluie, et en fonction de ce scénario-là, les gens se préparer à avoir de conséquences. Donc c'est la même chose qu'on fait. Aujourd'hui, on conseille avec les signaux. Est-ce qu'on s'est bien préparé? Excusez-moi de vous interrompre. Bien, je ne sais pas. Enfin, ça n'est pas nos moyens. Tenons compte des résultats. Oui, mais on a évité beaucoup de choses. Si tu remarques d'abord, il y a 3 ans, on n'a pas déclenché le plan Orsec. C'est vrai. Et ça fait des moments, chaque fois le plan Orsec. D'ailleurs, aujourd'hui, on a pris les devants pour vraiment se préparer à avoir de conséquences, à l'ONAS. Et puis, il a invité tout le monde, le ministre, et on s'est bien préparé, vraiment. On se réunissait chaque semaine pour voir la situation et les prévisions et que les gens se préparaient à voir. Mais malheureusement, bon, tu vois, on est un pays sous-développé, etc. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi le changement climatique qui a son impact. Aujourd'hui, on sait que le changement climatique est là. On le sent sur les vagues de chaleur qui deviennent de plus en intenses. D'ailleurs, on prévoit des vagues de chaleur cette semaine-là. Et ensuite, le problème qui se pose, l'avancée de la mer, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'élévation du niveau de la mer est une réalité. Là. On l'a vu à Guet-Ndar, on le voit beaucoup à Bargny. À Bargny, la zone côtière. La zone côtière. Donc, il faudrait se prémunir. Malheureusement, on ne peut pas arrêter la mer, comme on dit, avec les bras. Absolument. Il faudrait faire des choses. C'est pas facile. Donc, aujourd'hui, le ministre de l'Environnement, qui est en charge de ces activités, travaille avec nous. Nous, on donne les données scientifiques. Comment la mer est en train d'avancer. Il y a des suivis qui sont en train de faire. Et les gens sont en train de voir des stratégies d'adaptation pour voir comment les populations sont en train de faire. Quand tu vas à Guet-Ndar maintenant, il y a des digues qui sont en train d'être faits, d'être menés pour que les gens se mettent en ça.
voir tous les domaines hôteliers, n'est-ce pas? Parce que les hôtels en général, c'est au bord de la mer. Les gens sont en train de faire des efforts pour éviter les pertes matérielles. Et ça nécessite beaucoup de moyens. Hein, beaucoup de moyens. Oui. Beaucoup de moyens. Des pays qui sont beaucoup plus nantis que nous ont des problèmes par rapport à ça. C'est pour cela l'effort international est là. On essaie de voir avec les fonds climatiques comment faire pour faire vraiment des mesures d'envergure. Mais la prévention, l'anticipation, c'est la meilleure chose. C'est là, pour revenir à votre question, que la météo joue son rôle. Nous, on fait des prévisions, supposons, sur les vagues de chaleur. On a, n'est-ce pas, un bulletin qu'on envoie pour que les gens se préparent. Et maintenant, c'est enclenché. Aujourd'hui, on travaille en synergie avec la santé, la Direction générale de la santé, pour on envoie ces informations-là. Et partout, n'est-ce pas, dans les hôpitaux, les gens se préparent en voie de conséquence. Et les populations aussi qui sont vulnérables, les femmes enceintes, les populations, les personnes âgées, n'est-ce pas, c'est prémunus. L'agriculture, on sait, n'est-ce pas, cette forte variabilité-là existe. Absolument. On essaie de travailler avec l'ISRA pour voir comment développer des variétés beaucoup plus résistantes. Maintenant, sur le long terme, sur la planification, on essaie aussi de donner aux gens des scénarios climatiques. Aujourd'hui, on travaille avec le ministère des Finances et on est en train de dire dans les 5-10 dernières années, 10 prochaines années du moins, comment le climat va se comporter. Donc, dans tous les plans et les il y a des études pour se projeter. Bien sûr, le GIEC, chez le point focal, le GIEC... Au niveau local, je veux dire. Oui, ce qu'on fait, il y a des projections climatiques dans le long terme. Aujourd'hui, on a des projections qui vont jusqu'à 2100. Donc, ce qu'on fait, on essaye de voir, avec les données observées, comment corriger ces projections-là pour avoir des projections beaucoup plus viables. Ils donnent grosso modo la tendance. Maintenant, il vaudrait mieux planifier avec cette tendance-là qu'avec rien du tout. Absolument. Donc, on donne ces tendances-là aux décideurs. Mais aujourd'hui, notre plaidoirie, c'est que le développement local, que les gens s'appuie sur ces tendances-là. C'est pas parce que c'est une réalité qui est là, il faudrait faire avec. C'est une réalité scientifique, absolument. Et vous l'avez dit, ces phénomènes exposent les populations les plus vulnérables. Et selon la Banque mondiale, d'ailleurs, le Sénégal peut perdre jusqu'à 8% de son PIB d'ici 2030 en raison des changements climatiques. Quel est votre avis d'expert sur la résolution du problème des changements climatiques, disons de la gouvernance climatique au Sénégal? Au Sénégal, ok. Oui. Au Sénégal, je pense qu'il y a une synergie. Il y a le Comité national de changement climatique qu'on a développé depuis longtemps. Et le Sénégal est en train de développer son plan national d'adaptation. Ce qui veut dire quoi? Reprenez votre souffle, j'ai le temps de ma question, qui est de voir quel est votre avis sur la gouvernance climatique au niveau local. Donc je disais qu'il y a une synergie qui est déjà là, dirigée par le ministère en charge de l'environnement. Et on a un comité national de changement climatique, n'est-ce pas, où on se réunit, où les acteurs discutent, n'est-ce pas, surtout transversal aussi que top-down, comme on dit, avec les communautés, pour voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour se préparer pour les changements climatiques. Aujourd'hui, on a notre plan national d'adaptation pour voir. On n'a pas attendu. On a développé un plan anticipatif pour dire que voilà, nous, en tant que Sénégal, ce qu'on va faire. Et vous savez bien qu'il y a la COP aussi, où le Sénégal est représenté. Tout à fait. Et ensemble, on regarde quelles sont les priorités au niveau du Sénégal et on essaye d'aller défendre la position du Sénégal pour avoir beaucoup plus de financement et regarder quelles sont les priorités. Aujourd'hui, on a le plan national d'adaptation pour l'agriculture. La pêche a été validée. On est en train de faire pour la santé et les autres secteurs. Donc pour vous dire que le Sénégal est très en avance par rapport à ça. On a une vision très claire et on sait là où on doit aller. Vous êtes le point focal du GIEC, vous l'avez dit, au Sénégal, ce groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. La dégradation est due à l'effet de serre anthropique, ça on le sait, même si l'Afrique est le continent qui pollue le mieux, il faut aussi le rappeler. Comment sensibiliser et intéresser davantage les populations qui sont les plus impactées? Tout à fait. Même si on pollue moins, l'Afrique toute entière, 3%, moins de 4%, c'est ça. Comparé à un seul pays, la Chine ou les États-Unis, ils dépassent plus que ça. 3, les gros pollueurs. Les gros pollueurs. Donc, mais nous, on en souffre. Ça, le fond de problème. Absolument. L'atmosphère n'a pas de frontières, le climat n'a pas de frontières. Que tu pollues à New York ou tu pollues à Dakar ou à Pékin, c'est exactement la même chose, ça rentre dans l'atmosphère. Aujourd'hui, nos populations sont déjà victimes, n'est-ce pas, vulnérables comme on dit. Donc on essaie de les sensibiliser, non seulement de lutter contre les causes des changements climatiques, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'atténuation, de fait d'étudier et d'éviter de couper des arbres par exemple, n'est-ce pas, de faire le reboisement, n'est-ce pas, d'avoir des comportements. Ça, ce sont les causes vraiment basiques, hein, parce qu'on en parle franchement globalement, mais les causes basiques de cette situation. Les causes basiques, c'est vraiment la consommation d'énergie, l'utilisation d'énergie avec
l'énergie fossile, que ce soit le gaz, le pétrole, n'est-ce pas, et le charbon. C'est ça vraiment la grande cause. Mais bien sûr, ça s'amplifie. Maintenant, si les gens essaient ce qu'on appelle les puits de carbone, ce qui enlève un peu les gaz carboniques, on essaie de les détruire, comme supposons les arbres que je disais tantôt, ça c'est un problème. Et maintenant, chacun a ce qu'on appelle son empreinte carbone. Aujourd'hui, la manière de vous être vêtu, on peut calculer combien de carbone ça a coûté. Ah bon? Je suis désolé alors. Je suis désolé. Donc, on essaie de faire tout ça. Quand vous prenez un billet d'avion, par exemple, sur le billet, on vous dit que votre consommation en gaz carbonique, c'est absolument. Donc, on essaie de ça. Mais moi, je ne voyage pas beaucoup, donc ça va. Quand vous prenez la voiture, j'ai pas le temps. Restons au Sénégal, quand vous prenez une voiture, etc., vous vous déplacez en voiture, etc. Comme le donc, le Sénégal, maintenant, a mis ce qu'on appelle le BRT, comme vous le savez, le transport en commun. N'est-ce pas? On essaie de développer ces choses-là qui contribuent moins, parce que quand les gens font des transports de masse, on consomme moins, etc. etc. On interdit certaines voitures qui sont vraiment âgées, parce que c'est des voitures en général qui polluent plus, etc. Donc, il y a plusieurs choses que le Sénégal a mis sur ce plan, il y a du boulot. Il y a du boulot à faire, c'est vraiment, on y est. Je pense que c'est un comportement, c'est une éducation à faire. On essaie de faire petit à petit. Je pense qu'on arrivera un jour à... D'autant plus que la COP28, comme vous l'avez dit, s'est conclue par un consensus à Dubaï, déclarant donc le début de l'ère de la fin des combustibles fossiles. Le paradoxe, c'est que nous, au Sénégal, en tout cas dans nos pays, on commence avec les gisements des puits de gaz, les plus importants d'ailleurs. Je pense à Grand Tortue Ahmeyim. C'est ça les paradoxes, les arbitrages qu'il faut gérer. Oui, tout à fait, tout à fait. Nous, on sait, on reconnaît, on sait que c'est la production de gaz à effet de serre, il y a l'énergie fossile, comme on le dit, qui crée cela. Mais on réclame aussi une justice climatique. On pense que les pays développés sont développés par rapport à cela. Nous, on ne dit pas on va faire la même chose. On va le faire de manière beaucoup plus propre. Mais on pense qu'aujourd'hui, nos priorités, les problèmes d'éducation, les problèmes de santé, aujourd'hui, notre endettement, on a besoin vraiment de cette manne-là financière pour s'en sortir. Donc on dit aux gens, laissez-nous au moins l'utiliser d'une manière plus écologique quand même, pas la même manière, mais au moins de les utiliser. Aujourd'hui, c'est pour cela qu'on réclame ce qu'on appelle une justice climatique. On comprend que ce n'est pas facile dans les négociations, on se bat toujours, on essaie de mettre la pression. Mais aujourd'hui, la mentalité, c'est ça, il faudrait vraiment arrêter, stopper. Et nous, on essaie de le dire, ok, on sait, on comprend, maintenant on essaie de faire mieux. Aujourd'hui, la technologie a avancé de telle sorte qu'on peut produire, mais avec une manière beaucoup plus propre. Mais je pense que si on fait la part des choses comme vous le dites, aujourd'hui on regarde notre endettement et notre besoin en développement, je pense qu'il faudrait qu'on exploite un peu au moins, mais d'une manière beaucoup plus écologique. Beaucoup plus écologique et beaucoup plus responsable. Pour revenir sur la saison des pluies, dernière question, à quand la fin de l'hivernage? Bonne question. Nous, je pense qu'on a prévu des pluies, je pense que la journée du lundi, mardi, mercredi, donc c'est encore les pluies, donc il faut s'attendre par rapport à ça. Donc on pense qu'une onde va balayer encore les pays pour donner ces précipitations assez modérées quand même, donc il faut faire attention. Donc je pense que les pluies vont continuer le mois d'octobre. Et comme d'habitude... Tout le mois? Oui, tout le mois d'octobre, mais au nord, ça va cesser bientôt. On pense que d'ici fin octobre quand même, au nord, je pense que c'est la fin des pluies, heureusement pour le débordement du fleuve, etc. Mais au centre et au sud, on risque d'avoir quoi des pluies de temps en temps. Et au sud, on pense que ce sera vraiment début novembre que la saison va se terminer. Merci beaucoup, Dr Ousmane. Je vous en prie, c'est mon plaisir. C'est un plaisir également de vous recevoir. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez sur TFM, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.